Vincent Gerbert, je vous trouve là au Salon Prime Vert où vous allez parler de Muriel Bookchin, sur lequel vous avez travaillé depuis vos études à l'Université d'État à Genève. Pour vous, Muriel Bookchin, qu'est-ce que ça représente ? Muriel Bookchin, ça a été pour moi une découverte un peu des penseurs radicaux, en lien également avec l'écologie, mais ça représente une proposition de société alternative vraiment intéressante et sur laquelle on pourrait beaucoup s'inspirer aujourd'hui, alors que justement on cherche un peu comment remplacer l'État-nation, comment remplacer la démocratie représentative. Il y a des appels un peu à une autre forme de société. Pour moi, ça représente effectivement une proposition qui va dans ce genre-là. Elle n'est pas forcément parfaite, c'est pas forcément la solution idéale, mais en tout cas, c'est une proposition sur laquelle on peut se baser. C'est une sorte d'idéal à atteindre et qui a l'avantage de faire envie. Et c'est quelque chose dont on a vraiment besoin aujourd'hui, je pense. C'est ce qu'on appelle une écologie globale, c'est-à-dire que non seulement c'est la critique du système de production, du système de consommation, du rapport à la nature, mais c'est aussi du rapport entre les personnes. C'est ça. Il a cherché vraiment à étudier la question sous toutes ses formes, en tout cas le plus de domaines en lien avec ça. Et il a vu que la question sociale, les liens entre les gens étaient centrales dans la question écologique. Et justement, notre lien à la nature, il dépend aussi de nos liens entre nous. Et c'est la société comme on l'a instituée qui détruit la nature. Et c'est en changeant les fondements de cette société, et c'est pour ça que c'est une écologie radicale, il veut aller un peu à la racine des problèmes, qu'on arrivera à changer notre lien et la manière dont on utilise la nature, on va dire. Alors, quelques dizaines d'années après sa disparition, a-t-il fait école ? Il a fait école un peu malgré lui, on va dire. Il est un peu ressorti du néant justement peu de temps après sa mort en 2006, et notamment par l'action des Kurdes qui se sont inspirés de lui et ont cherché à recréer un État sans État. Et en Kurdistan, d'abord en Turquie et maintenant au sein du Rojava où ça a pu éclater au grand jour, ils ont réussi à mettre en place cette sorte de confédération de communes qu'ils avaient entrevues et qu'ils ont appelée confédéralisme démocratique, et de réhabiliter comme ça une forme de démocratie directe et fonctionnelle et de montrer que le système était viable. Et du coup, comme les gens s'intéressent à ce qui se passe au Rojava maintenant et à ce qu'ont mis en place les Kurdes, ils ont aussi redécouvert Bookchin et ses idées et ça a donné du crédit. À l'époque, on ne croyait pas vraiment au municipalisme libertaire. C'était un peu une idée qui était beaucoup critiquée et de la voir appliquée par d'autres en inspiration de ses idées, mais aussi d'autres choses, ça lui a donné un crédit qu'il n'a pas eu de son vivant, on va dire. Donc il a fait école après son décès et au-delà de sa famille politique finalement. Alors, il y a quelques jours, les Gilets jaunes étaient à Genève, dans le siège de l'ONU. Vous regardez ça depuis l'autre côté de la frontière. Qu'est-ce que, justement, dans ce mouvement avec ses aspirations démocratiques, on peut penser à quel débouché chez nous maintenant en Occident, en France ou ailleurs, non pas du mouvement des Gilets jaunes, mais de ces aspirations démocratiques, du référendum, d'une gestion différente de la société ? C'est vraiment intéressant que ça ressorte. Bookchin a toujours dit qu'il faut s'appuyer sur les laissés pour compte et on voit qu'aujourd'hui les Gilets jaunes, c'est ça, c'est les laissés pour compte qui se révoltent. Et le fait qu'ils appellent à plus de démocratie, à une autre forme de démocratie, surtout en France avec des éléments de démocratie directe, c'est assez, comment dire, c'est assez, pas valorisant, mais encourageant pour la suite parce qu'on a une tendance à voir un peu l'Europe qui va vers la droite, vers l'extrême droite, vers plus d'autoritarisme, vers un peu un repli sur soi. Et là, tout d'un coup, on a un mouvement qui vient du bas et qui demande à plus de liberté, plus de démocratie, plus de droits de gestion de leur quotidien et d'un changement radical des choses. Et tout d'un coup, ça donne beaucoup d'espoir pour la suite. Ouais. Alors, dernière question. Vous êtes suisse, je l'ai dit, comme dans la Confédération helvétique, il y a ce processus de référendum. Est-ce que là, ça peut faire école, ça peut trouver des échos chez nous ? Parce qu'on s'est regardé avec beaucoup d'attention en France. Ça peut faire école. En même temps, d'un point de vue suisse, on voit souvent des nouveaux États ou des États qui, suite à une révolution, suite à un effondrement, qui s'intéressent au système suisse. Et on voit que c'est pas si simple de l'appliquer. On voit que la culture suisse, elle est née avec ça durant des centaines d'années. Il y a eu vraiment tout un cheminement qui a fait qu'on est arrivé à ça. Et de l'importer comme ça demande beaucoup de choses. Il ne faut pas non plus idéaliser le référendum et le droit d'initiative à la Suisse. Il a aussi ses défauts, il a aussi ses limites. Lesquelles ? Notamment des initiatives qui ont été acceptées et qu'ensuite le Parlement a dévoyées ou vidées de son contenu, pour des bonnes raisons ou des mauvaises raisons, mais en tout cas c'était comme ça.
ou des référendums qui passent, qui permettent d'avorter des décisions, mais aussi des décisions progressistes. Donc, une étude a montré que le référendum a aussi permis, au point de vue conservateur, d'empêcher des avancées, des progressions sociales. Donc voilà, l'initiative, elle favorise aussi beaucoup les riches qui ont l'argent pour pouvoir en lancer beaucoup, pour pouvoir récolter les signatures, pour pouvoir faire des campagnes de promotion. Et qu'au final, c'est toujours l'argent qui décide. Avec l'initiative et le référendum, ça reste beaucoup l'argent qui décide, même si tout d'un coup, il y a quand même un contre-pouvoir populaire qui existe. Mais voilà, la démocratie, elle n'est pas bonne ou mauvaise en soi. Donc plus on en a, plus ça peut tourner d'un côté ou de l'autre, mais au moins ça donne des armes, quoi.